Bien, mesdames et seigneurs, soyez les bienvenus au Congo Blues Télévision. Dans ces documentaires, vous allez voir ce qui se passe au site Kivu, dans les territoires de Fizi, dans le secteur ou un endroit qu'on appelle Bonjour, Minembwe. bonsoir mes chers compatriotes. C'est Robert Roy, vient Bakongolais d'arriver au bisikanyos Minembwe bozali pour eza bino la voix installer du les Kivu. bourgmestres de Minembwe. Voilà pourquoi Toye les poto autochtones ebisa de bino Sud Kivu réalité crient oyo ezoleka à na haute voix kati en disant ya haut plateau na Minembwe. M. Roubewa veut Bandeko balkaniser lelo l'Est. tozali Oui, c'est son plan, la balkanisation. Parce qu'il a dirigé ce territoire pendant la rébellion lorsqu'il était président SD. Oui, ce territoire de Minembwe, c'était pas d'abord le territoire, cette partie de Minembwe était comme son fief, base en arrière, où il s'est installé avec ses collègues Banyamulenge. Ils ont fait entrer beaucoup de réfugiés rwandais. Voilà comment ils entraient dans ce territoire de l'Est qui est trop riche en or, en minéraux, vraiment. Avec la complicité de l'ambassadeur des États-Unis, ils ont pour mission la balkanisation de cette partie de la RDC, afin qu'ils puissent créer la République des volcans. C'est leur plan. Et je ne mettais pas beaucoup de commentaires. Suivez des réactions des hommes politiques, des scientifiques. Ils vont passer pour démontrer comment les Rwandais et les Américains se préparent pour la vacation de la RDC. Voilà comment ils se sont à s'emparer de cette terre, comment ils sont entrés dans cette partie de la République qui est la RDC. Regardez vous-même. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire et je reçois
de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix... Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. C'est le titre de l'ouvrage que notre invité Afrique d'aujourd'hui, sur plus de 650 pages, le journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana, a jeté un pavé dans la mare. C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse, et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version, mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, quand même important, c'est que lorsque le président Kagame a quand même déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi, il n'y avait pas que le président rwandais, il y avait l'État rwandais. Donc, j'ai eu 2 grandes plaintes qui ont été retirées 48 heures avant le début du procès. Massivement massacré, et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas, et bon, on est resté sur le massacre, etc., mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Son premier ministre, Edouard Balladur, quand il a dit non, il faut qu'on fasse l'opération Turquoise au Zaïre, c'est-à-dire le déploiement de l'opération Turquoise, c'était à Goma, mais le premier ministre Balladur n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zaïre. Voilà la stratégie qui a été utilisée. Et quand on ne comprend pas cette interaction entre les mines de coltan et de diamants et de tous les minerais de l'Est du Congo, on ne comprend pas ce qui se passe sur ce qu'on va appeler le génocide au Rwanda. Le politique, c'est qu'on comprenne que la prise de pouvoir de Kagame est liée au renversement de Mobutu, puisqu'en 97, c'est Kagame qui vient renverser le maréchal Mobutu avec l'aide des États-Unis et de l'Ouganda. Ce qui, soit dit en passant, beaucoup de Congolais ont toujours soutenu cette thèse et ne sont pas du tout entendus jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ils ont des éléments de preuve. C'est-à-dire que, je vais encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'invasion masquée du Zaïre en 94, quand j'ai analysé la stratégie militaire d'occupation territoriale du Rwanda, je me suis rendu compte que Paul Kagame
a fermé la frontière avec la Tanzanie, a fermé la frontière avec le Burundi, et toutes les populations étaient dirigées vers l'est du Congo, parce que il y avait en prévision d'envahir le Congo. Mais on ne pouvait pas envahir le Congo comme ça, brutalement, militairement. Il fallait qu'on trouve un prétexte. Et le prétexte, c'était lequel? Qu'il y a des génocidaires qui sont réfugiés à l'est du Congo. Tout à fait. Et depuis plusieurs années, les génocidaires se trouvent autour des mines de diamants et de coltan de la République démocratique du Congo, dans lequel on trouve de nombreux rapports des Nations Unies qui démontrent que le Rwanda pille les richesses du Congo et vend le coltan à Kigali. D'accord. Alors quand même, le Rwanda est présenté comme un modèle pour l'Afrique. Il en est un sur le plan économique. Non, mais ça c'est de la propagande d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache d'où... Écoutez, quand on me parle du Ghana, on me dit que le Ghana est un pays qui se bat, mais parce que le Ghana travaille qu'avec ses ressources. Le Ghana ne va pas piller les ressources de son voisin. Bon, alors, le Rwanda, il faut qu'on nous dise d'où viennent les ressources du Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Rwanda. Je pense que ce soit les Occidentaux ou les Africains qui prennent le Rwanda comme modèle, il faut qu'ils demandent clairement d'où viennent les ressources du Rwanda pour construire ce pays. Si on viole les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et qu'on se tait, si on massacre les populations civiles, si on utilise les enfants dans les mines de diamants et de coltan, si chaque jour les populations congolaises sont en instabilité permanente jusqu'à la tête du pays, parce que le Rwanda mène des incursions qui sont aujourd'hui démontrées par la MONUC, je pense que ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très correct. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de populations rwandaises qui ne peuvent pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre parti, de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ce ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet. Et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande. Et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons
que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Ce qui nous présente la guerre au Congo comme une guerre ethnique, c'est un certificat d'enregistrement. Un faux certificat d'enregistrement. Banyamulenge, Bazaba Congolais. De par le sang. En fait, ici nous voyons M. Zakari Bababasoué. Il est très fâché. C'est un député honoraire, très fâché. Il dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. En tant qu'historien, il connaît bien l'histoire du Congo. Ce sont des réfugiés rwandais qu'on appelait des Banyarwanda. Ce sont ces gens qui vont s'accaparer de ce pouvoir, de cette partie de terre avec le président des Américains. L'Elpios, l'ambassadeur des États-Unis, pour qu'il puisse s'accaparer de cette partie du Minembwe, parce que c'est une partie très riche en sol et en sous-sol, car les Américains avaient créé à tout prix ce qu'on appelle le pays des volcans. Parce que qu'est-ce que les Américains ont dit? Ils ont dit cette partie, ça sera leur territoire, comme une colonie. Ils n'ont même pas les colonies. Ils envisagent les années qui viennent. Ils disent que non, dans 30 ans, 20 ans, 40 ans, nous avons besoin de minéraux, de colbats, de la RDC pour être toutes les grandes puissances. Voilà pourquoi ils n'ont pas changé leur plan. C'est quoi que les Américains étaient pour lui, mais ils n'ont pas changé leur plan. Est-ce que la façon dont les Américains agissent, c'est pour l'intérêt des Congolais? On vient d'apprendre, ils ont envoyé encore, ils bientôt vont envoyer 10 000 commandos pour sécuriser cette territoire de l'Est. Est-ce que c'est pour la sécurité de l'Est? Ou bien ces militaires-là sont venus pour concrétiser leur plan de balkanisation afin qu'ils puissent armer les Banyamulenge? Je ne sais pas. Parce que le Seigneur, Dieu est tout puissant. L'RDC, c'est le royaume de Dieu et de son Christ. Jésus qui va protéger cette nation. Et l'RDC ne sera jamais balkanisé. Les Banyamulenge ont tout foutu à l'air avec leur chef Robérois. Ils sont chassés de la RDC. Suivez vous-même. En Afrique du Sud, idéologie parler. Sud-africain, Pretoria, non. Je pense que c'est des elfes vraiment à Roubaix-Roi. Ce sont des pyromanes. Vous nous mettez en difficulté, vous avez obtenu autant de généraux, vous êtes la seule ethnie à avoir autant de généraux. Et on vous les a concédés. Yo bando quand même la ministère de la décentralisation dirait, ils ont des spécialistes. Nous avons une copa ma bébongo. Alors les colons na yo, au bébé c'est le Banyamulenge nyonso masolo. Au bébé c'est le bango nyonso tout masolo. C'est comme vous ratez cop nyonso. Papa Wemba m'avait dit, paix à son âme. Peu avant son Bercy. À ça l'interview mon ngai. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il a parlé tellement en parabole. Malobaka ke siko mabelango susu bozwangote. J'ai compris de qui il parlait. J'ai compris pourquoi il disait ça. Donc Azaras Roubaix-Roi, na Moïse Nyarugabo sont des pyromanes. Parce que Tranenge va tellement s'élever des boucliers, tout le monde s'est intéressé. Et l'historien Zakari Bababasso le dit. Tous les historiens sont unanimes.
que les tribus qui occupent la montagne de Moulengue, ils n'existent pas dans la tradition de... Parce que les tribus qui sont aujourd'hui sur la montagne de Moulengue sont là depuis le 14e siècle. Eux sont arrivés ici au 19e siècle, fouillant les guerres et les massacres. Et grâce à Bisengimana, un autre Rwandais qui était à la présidence, nous avons obtenu je vous dis ceci, en disant que toutes les tribus qui se sont trouvées Congolais, au Congo après 1960 sont des Congolais. Les gens qui prient, priez. Vous les intellectuels, faites votre travail intellectuel. Les journalistes, faites votre travail de journalistique. Chacun puisse faire sa part afin que les Congos soient toujours unis. Ils ont lutté, les Congos ne seront jamais divisés. Car Jésus-Christ est pour nous et l'RDC c'est une nation prophétique. Tous leurs plans seront tous dévoilés. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Nous sommes avec Jésus-Christ et nous ferons des exploits incroyables. Et leur plan de Bakaison ne sera jamais dans ce pays RDC. Voilà pourquoi Jacques il est très très fâché. Écoutez ces propos là. Bon, au Kosovo, na yo ambassadeur des États-Unis, on a rappelé l'histoire en Mboga. Hein? Aujourd'hui, tous les peuples se sont éveillés. Je vous parle du Congo central, la terre de Simon Kimbangu. Aujourd'hui, les Congolais sont très éveillés. Tant que vous les Soto, vous c'est impossible, vous allez marcher sur nous, vous marcherez sur nos cadavres avant de faire des Minembwe et Kosovo. Ça c'est les Congolais, un vrai Congolais Zachary. Ça c'est le langage que tous les Congolais disent pour la paix, vous allez marcher sur nos cadavres. Et Dieu va aider le Congo. Le Congo ne sera jamais divisé. Il ne sera jamais divisé. Et le Congo va accomplir sa mission sur la terre avant l'arrivée de l'église. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il va nous protéger. Dieu est juste. Il est juste. Il sera à notre côté. Levez-vous. Levez-vous. Sont toujours unis pour un Congo uni. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Je vous laisse. Au revoir. L'Icolo excès des ailes d'un bino. Les Banyamulongs n'auront plus rien. Et nous allons prendre ce qu'on leur a donné. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux?